Professeur Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes immunologue, vous êtes chercheur et depuis le 3 décembre dernier, coordinateur de la stratégie vaccinale de la France, en fait conseiller vaccin pour le gouvernement. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle Monsieur Vaccin, pourquoi? Non, pas du tout, parce que le Monsieur Vaccin pourrait suggérer, au moins pour certains, que c'est la personne qui décide de tout, organise et prend en charge tous les aspects. Donc vous ne décidez pas, vous Je conseillez. ne décide de rien. Je suis conseiller, je suis à ma place de médecin scientifique, oui. Qui, avec quelques collègues d'un conseil d'orientation que nous avons mis en place, qui conseille, qui apporte des avis, mais nous ne décidons de rien. C'est très bien ici, chacun à sa place, les scientifiques conseillent, les politiques décident. Mais professeur Fischer, j'ai quand même des chiffres sur la vaccination, évidemment, puisque vous la suivez de très près. 45 000 personnes vaccinées, disait hier soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Première dose, pour les 45 000 personnes. 45 000 personnes, l'objectif à la fin janvier, c'est 1 million de Français, si j'ai bien compris. Il faudrait donc vacciner 40 000 personnes par jour. Je dis bien par jour. Est-ce que nous sommes en capacité de vacciner 40 000 personnes par jour? Tout d'abord, je souhaite quand même rappeler que le fait que depuis quelques jours, on puisse vacciner contre cette maladie qui empoisonne nos vies dans tous les sens possibles est une nouvelle formidable. Que la recherche a permis qu'en moins d'une année, on met au point et je l'espère, plusieurs vaccins, j'imagine on va en reparler, qui protègent contre cette maladie, et en tous les cas pour le premier vaccin, on peut le dire, qui est sûr, qui ne présente pas de danger pour les populations vaccinées. Je pense que c'est la base de tout, et c'est la base sur laquelle on peut construire une campagne de vaccination progressive. Alors, est-ce qu'on peut arriver aux objectifs? Je l'espère bien. Si on construit évidemment une suite linéaire du 45 000, on n'arrive pas au million. Mais, sur ces 45 000, je crois que je ne me trompe pas dans les chiffres, 25 000 ont été vaccinés hier. Et donc on est en une courbe qui est exponentielle, comme l'a été. Donc on va arriver à vacciner 40 à 50 000 personnes par jour. Écoutez, si on en a vacciné 25 000 hier, il y a des chances qu'on y arrive. On a les doses pour cela? Oui, il y a aujourd'hui 1 million de doses disponibles. Les doses continuent à être livrées. En France, elles sont en France. Il y a 1 million de doses aujourd'hui. Alors un peu moins, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été utilisées, mais il y en a plusieurs centaines de milliers, enfin presque 1 million. Et puis d'autres vont arriver. D'accord. Décision du gouvernement. L'administration de la deuxième dose sera repoussée de 3 à 6 semaines. Le délai entre les 2 piqûres nécessaires à la protection du patient est doublé. Vous avez approuvé cette décision? Excusez-moi de corriger, c'est pas exactement ça. C'est pas ça. Ce qui est proposé depuis hier sur une recommandation de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est que la seconde dose, qui doit être absolument administrée, ça c'est très important, pour que la vaccination soit efficace et l'espérons-le durable, soit administrée entre 3 semaines et au plus tard 6 semaines. Au plus tard 6 semaines, oui. Attention, parce que si vous dites on passe de 3 à 6, c'est pas ça. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Hein. Mais les Anglais, on peut en discuter si vous le souhaitez. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux. Les Américains ne font pas du tout ça. Fauci est contre cela, par exemple, de repousser encore plus. C'est entre 3 et 6. C'est donner un peu de latitude, une fluidité, une flexibilité plus grande. Pour ne pas manquer de doses. Pour ne pas manquer de doses, pour pas avoir un problème de rendez-vous, etc. Attention, cette correction est importante. J'ai compris, entre 3 et 6 semaines. Mais vous avez approuvé cette décision, vous approuvez cette décision? En tous les cas, je pense que ça va dans le bon sens pour rendre les choses faisables dans les meilleures conditions. Je vous dis ça parce que quand je lis les recommandations de Pfizer-BioNTech, je ne lis pas ça. Je lis. Je cite, « L'utilisation doit se faire conformément aux recommandations. Le vaccin doit être administré sous la forme d'une série de 2 doses à 21 jours d'intervalle. » Donc 21 jours d'intervalle, on est bien d'accord. C'est la posologie. Donc on s'assoit un peu sur la posologie. Un tout petit peu, parce que... oui. Dans la vie réelle, comme pour tout médicament, moi je soigne des patients qui reçoivent des immunoglobulines, c'est différent, mais ça reste l'immunologie. Les consignes sont qu'on doit recevoir son injection d'immunoglobulines toutes les 3 semaines. Et de temps en temps, ça dépasse un petit peu, et si on est sous surveillance, on peut y arriver, à condition de ne pas aller trop loin. Ça sera la même chose, il faut rester dans des cadres stricts. Il ne faut certainement pas aller au-delà de 6, il faut être vigilant sur cette question, mais tout ce qui permet quand même d'amplifier ce mouvement de vaccination va dans le bon sens. Donc il n'y a aucun risque?
Aucun risque. Pas de perte d'efficacité du vaccin si l'on retarde un petit peu l'administration. Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur cette question qui me paraît, excusez-moi, quand même relativement secondaire. Mais secondaire pour vous, mais pas pour celles et ceux qui regardent ou qui écoutent. Non, ils ont besoin de prendre... Professeur, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir. Vous êtes là parce qu'ils ont besoin de savoir. Oui. Ils ont besoin de savoir et d'avoir les rendez-vous adéquats. Exactement. Il ne faut pas que ça dépasse. Exactement. Parce que, pardonnez-moi, mais quand on administre un médicament, quand on prend un médicament, on lit la posologie. Bien sûr. C'est la première chose qu'on fait. Évidemment. Et qu'est-ce qu'on recommande aux patients ? On leur recommande de respecter strictement la posologie. C'est la raison pour laquelle je vous posais ces questions. Non, mais je comprends très bien. Et si mieux on reste proche des 3 semaines, moi j'ai été vacciné il y a 3 jours, j'aurai ma seconde dose dans 18 jours. C'est le rendez-vous. Donc 21 jours. Donc ça fera 21 jours. 21 jours. Et évidemment, si chacun peut être proche des 21, mais si pour quelqu'un, pour une raison ou une autre, c'est pas 21, mais 32, 33, bref, ça va. Parce que les études montrent parce qu'il y a eu une certaine variabilité dans les études cliniques, que jusque-là, ça va. Bon. Un deuxième vaccin sera bientôt administré aux Français. Moderna, quand ? Écoutez, celui-là, qui est du même type, je pense qu'il est important d'expliquer que c'est quasiment la copie conforme du premier. Ce sont 2 sociétés qui ont travaillé en parallèle, qui arrivent au même résultat. Ce qui est bien, c'est toujours bien de reproduire des résultats, c'est une bonne nouvelle. Donc il vient d'être approuvé par l'agence européenne. Donc les premières livraisons devraient se faire dans les jours qui viennent, disons deuxième, pour être prudent, seconde quinzaine de janvier. Ils viendront compléter l'arsenal. C'est bien d'avoir 2 vaccins. Ça permettra de vacciner un peu plus. Et donc d'amplifier à nouveau le mouvement, le déploiement de la vaccination. Avec d'autres vaccins qui vont arriver dans les semaines qui viennent ? Alors il y a ensuite d'autres types de vaccins qui sont fondés cette fois-ci sur des approches techniques différentes. Lesquelles ? Il y a en premier lieu, on va prendre dans l'ordre chronologique d'arrivée future, je pense. Les vaccins qui sont fondés sur ce qu'on appelle des vecteurs adénoviraux. Alors je suis désolé, la terminologie est un peu compliquée. Où on modifie des virus qui sont des virus bénins qui provoquent des toutes petites infections, de telle manière, qu'ils ne puissent pas se diviser, se répliquer, comme nous disons, et au sein du matériel génétique du virus est implanté le matériel génétique qui permet de fabriquer la protéine importante pour l'immunisation. Donc ça, c'est le vaccin, celui qui est le mieux connu aujourd'hui, c'est celui qui est développé par la société AstraZeneca, qui est fondé sur une recherche, et bien de le rappeler, de l'université d'Oxford. Le monde académique a beaucoup, c'est important de le rappeler au passage, joué un rôle dans le développement de ces vaccins. Celui-là, on l'aura quand en France ? Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a encore quelques incertitudes. Des données cliniques dans les essais dits de phase 3 ont été publiées, mais il y a des... Tout le monde n'a pas reçu exactement la même dose. Tout le monde n'a pas reçu au même moment. Les Anglais l'utilisent. Les Anglais, comme c'est un vaccin anglais, ils ont eu tendance à l'approuver plus vite, excusez-moi, que les autres pays. Mais je sais que ce vaccin a été en étude par la FDA aux États-Unis, par l'agence européenne en Europe, voir si les données sont suffisamment convaincantes, parce que c'est un point important. Il faut respecter les règles. Bon, AstraZeneca, donc le 3e. Et puis, ensuite, alors il y a encore un autre vaccin ARN qui devrait arriver, CureVac, qui est une société allemande. C'est allemand, oui. On peut espérer, si les données sont bonnes, et à chaque fois il y a la condition de sécurité et d'efficacité. Il y a un autre vaccin de type adénovirus qui est développé par la société Johnson & Johnson, avec Janssen, notre société néerlandaise, belge, je crois, qui aussi dont les résultats vont tomber au printemps. Ça, c'est la 2e stratégie. Puis il y a une 3e stratégie qui est plus classique, qui sont les vaccins, encore que les premières ne sont pas si nouvelles que ça, je ne sais pas si vous voulez qu'on y revienne, mais c'est pas tout nouveau, mais même si c'est en plein développement. La 3e qui est fondée sur l'utilisation d'une protéine du virus avec un adjuvant de lipides. Ça, il y a, disons, 2 industriels qui avancent sur ce sujet. Une société américaine qui s'appelle Novavax, dont on devrait avoir les résultats de leurs études cliniques aussi quelque part au printemps, disons. Et puis Sanofi, mais qui sont un peu retardés. Qui sont en retard. Un peu en retard, mais dont on peut espérer... qui continuent. Bien sûr. Qui continuent, parce que certains ont dit Sanofi va abandonner le travail sur le vaccin. Non, cette 3e stratégie... Ça veut dire qu'à la fin de l'année 2021, nous aurons combien de vaccins disponibles, vous pensez ? Je n'en sais rien. Des dizaines. Écoutez, ce serait formidable, mais il y a un mais... On ne peut pas ne pas respecter les règles qui sont que les agences approuvent ces vaccins en termes de sécurité, d'abord que le produit est bon,
qu'on les utilise en sécurité pour les personnes qui vont être vaccinées et qui sont efficaces. On ne peut pas déroger à ces points. Donc c'est fondamental et important que les personnes qui nous écoutent... Je reviendrai sur la France parce que nous ne sommes pas très présents à part Sanofi, même si Sanofi, société française, ça c'est à discuter puisque la recherche quand même est financée par les États-Unis. Mais enfin ça c'est... Je peux vous dire un mot là-dessus? Oui. La France représente à peu près 4 à 5% de la recherche biomédicale mondiale. Nous sommes ce que nous sommes. C'est pas négligeable, mais nous sommes quand même un pays de taille moyenne. Et donc, on attend que 4 à 5% des vaccins viennent de la France. En gros, hein, avec la variabilité. Ma façon de raisonner est un peu discutable, mais enfin, c'est pour donner un ordre de grandeur. On a Sanofi, et derrière, il y a d'autres recherches en cours. L'Institut Pasteur... avec Merck, a développé une 4e stratégie, qui est assez astucieuse, qui consiste à prendre le vaccin de la rougeole, qui est connu depuis des dizaines d'années, un magnifique vaccin qui protège les enfants et nous tous contre cette maladie, et le modifier. Et donc là, les études cliniques sont en cours et on devrait avoir des résultats dans le 2e semestre. Bien, alors, je regardais la stratégie vaccinale, vous avez conseillé le gouvernement, enfin c'est la Haute Autorité de Santé qui a décidé de commencer par les personnes les plus âgées, les résidents des EHPAD, les personnels des EHPAD. Bien, ça accélère, on a entendu le ministre de la Santé, les plus de 75 ans seront vaccinés à partir de 18 janvier. La fameuse consultation pré-vaccinale qui était un peu lente, hein, avec les 5 jours donnés aux résidents pour... Oui, ça, vous réagissez, vous trouviez ça... Non, je vous laisse terminer. Oui, non, d'accord. Non, mais je vous vois réagir. Réagir. Bon, il va y avoir un questionnaire pour les candidats maintenant. C'est-à-dire qu'on va répondre très vite. Oui, non, on va donner 2-3 renseignements et hop, vaccination. C'est bien d'accélérer. 2 choses. Je pense qu'il y a parmi les consignes qui avaient été données, certaines ont été surinterprétées. L'histoire des 5 jours n'avait rien à voir avec l'aspect médical, c'était uniquement des aspects d'organisation. Mais c'est pas du tout la même chose. Sur la consultation prémédicale, là, je pense qu'effectivement, on peut aujourd'hui simplifier, parce que les choses évoluent. On a un recul de, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, ça va tellement vite. Mais dans le monde, plusieurs millions de personnes ont été vaccinées. Mon sentiment, mon opinion a évolué, parce que je suis plus à l'aise pour dire aujourd'hui, parce que plusieurs millions de personnes ont été vaccinées sans problème, ou avec des problèmes extrêmement rares, que l'on peut y aller et que l'on peut accélérer. Oui, parce que le 28 décembre, vous disiez c'est bien que l'on n'aille pas plus vite. Oui, mais parce que vous étiez prudent. J'étais prudent parce que l'information que je viens de vous donner, que que chacun connaît aujourd'hui, il est important que ce vaccin est très bien toléré et que ça marche. Voilà, il n'y a pas d'effets indésirables graves. Non, il y a des allergies exceptionnelles et chez des personnes qui ont elles-mêmes des antécédents graves d'allergie. Donc on est dans un contexte où on peut être... La sécurité est primordiale. On peut pas... Donc on peut accélérer, on peut simplifier la procédure en termes... S'aider d'un questionnaire et sous la supervision d'un médecin qu'un infirmier vaccine dans un centre, par exemple, il n'y a aucun problème. Et dans l'EHPAD aussi. Vaccin efficace contre les variants du virus? On sait ou pas? On n'a pas l'information encore. Bon, peut-être faut rappeler un instant que il y a 2 variants aujourd'hui qui circulent dans le monde et en France. Surtout le variant qui provient probablement de Grande-Bretagne, où il y a un certain nombre de mutations du virus. C'est vrai que les virus, notamment les virus à ARN, mutent beaucoup. Beaucoup de ces mutations, on les voit jamais, elles n'ont aucune conséquence. Elles peuvent, si elles ont un effet au bénéfice du virus, c'est-à-dire qu'elles favorisent sa division, sa réplication, ce qui est peut-être le cas du variant britannique, encore qu'il faut attendre quelques informations supplémentaires, on le voit émerger. Il y a des cas connus en France, il a l'air plus contagieux, donc il pourrait augmenter le nombre de cas de personnes infectées, ce qui est un souci. Il n'a pas l'air de provoquer une maladie plus grave, mais mécaniquement, s'il y a plus de cas, il y aura des cas plus graves. Forcément. Donc, est-ce que ça va affecter la vaccination? Il n'y a pas de données, à ma connaissance, aujourd'hui. Néanmoins, compte tenu du fait, juste un raisonnement théorique, que la réponse immunitaire, elle est multiple. C'est pas juste un endroit très précis de la protéine. On peut espérer que ça passe. Mais on aura très vite, dans les jours qui viennent, des données, je le pense, rassurantes, je l'espère, sur ce point. Bien, professeur Fischer, un mot quand même, petite parenthèse, le temps. On a beaucoup parlé de l'effet du temps, de la météo, sur le développement du virus. Avec le froid, est-ce que c'est pas encourageant, enfin, si je puis dire? Plus il fait froid, moins le virus survit. C'est vrai ou faux? Il y a des chercheurs qui ont essayé de modéliser l'évolution de la pandémie en fonction de la température et de l'humidité. Il semblerait, mais il faut parler au conditionnel, ce sont des modèles qui ne sont pas forcément complètement validés, que disons que les températures entre 3-4 degrés et 12-13-14 degrés et une humidité favorisent
la circulation du virus, parce qu'il y a des particules qui contiennent du virus qui sont Et en dessous de émises. 0 ? Et peut-être qu'en dessous de 2-3, c'est mieux. Donc si on a un petit moment, un climat très froid, ce serait plutôt... Bon. Mais attention, c'est un modèle, et c'est sûrement pas une raison d'alléger les mesures de précaution qu'il faut pour l'instant conserver complètement. Bien, qui devrait pouvoir vacciner? Alors, les pharmaciens, ça va arriver à un moment donné ou un autre. Dans les entreprises, peut-être un jour. Je ne sais pas si vous êtes favorable ou pas à la vaccination dans les entreprises. Pourquoi pas? Non, il faut juste distinguer des phases. Oui. Pardon, c'est un élément de complexité, mais c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a, en fonction du type de virus et de leurs caractéristiques, les virus ARN ont besoin d'être conservés au froid. Une fois qu'ils sont décongelés, ils ont un temps d'utilisation qui est limité, même si c'est un peu mieux pour Moderna. Donc, avec ces virus-là, il y a une logistique très lourde, malheureusement. Ce qui explique qu'on ne peut pas les utiliser chez le médecin traitant ou le pharmacien. Quand on en sera aux phases suivantes, avec les vaccins dont on a parlé tout à l'heure, qui se conservent à 4 degrés pendant une longue période de temps, ça va faciliter grandement la vaccination. Et alors là, il n'y a pas de raison pour que les médecins généralistes et ensuite les pharmaciens volontaires, à partir du moment où ils ont les conditions de sécurité adéquates, et la médecine du travail, bref, tous les lieux de notre société où la population, nos concitoyens sont en contact avec le système de santé, pour moi, sont des lieux où on devrait pouvoir vacciner. On devrait pouvoir vacciner. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Bien. Le passeport vaccinal, vous êtes favorable ou pas? Ça dépend ce que vous incluez dedans. J'imagine, je suis vacciné. Si je suis vacciné, je peux prendre l'avion. Si je suis vacciné, je peux aller au restaurant. Si je suis vacciné, vous voyez, un fichier de la vaccination, quoi. Je n'y suis pas favorable. Oui. Pour des raisons, je dirais, d'abord scientifiques et un peu éthiques quand même aussi. Scientifiques, parce que le fait d'être protégé, allez, disons le 1er février, si j'ai reçu le vaccin Pfizer, donc c'est mon cas, je sais que statistiquement, j'ai 95% de chances d'être protégé pour le mois de février, pour le mois de mars. En avril, probablement, c'est encore bon. Mais juin, juillet, je ne sais pas encore. J'espère bien que ça sera le cas, mais on n'a pas les informations. Et on n'a pas les informations. Donc ce serait une fausse sécurité. Autrement dit, ce passeport serait une fausse, dans l'état des connaissances, aujourd'hui, une fausse sécurité. Ensuite, éthiquement, distinguer des citoyens en fonction de leur état à l'égard de la vaccination, ça me plaît pas beaucoup, honnêtement. Et la transmission. Est-ce que le vaccin casse la chaîne de transmission? C'est une question très importante. On est d'accord. J'aimerais vous apporter la réponse, mais ma réponse ce matin, je ne sais pas, parce que c'est un élément difficile à déterminer, qui vont nécessiter des études complémentaires, essentiellement des études épidémiologiques, de voir comment le nombre de cas évolue en fonction du nombre de personnes vaccinées. Donc ça va prendre un peu de temps. Disons, on peut avoir une certaine dose d'optimisme, avec prudence, je suis obligé d'être prudent. Quand je sais pas, et je suis prudent. C'est que l'élément d'optimisme, c'est que la plupart des vaccins que nous utilisons pour d'autres maladies infectieuses, comme vous dites, cassent la transmission. Mais il y a des contre-exemples. Voilà, on verra. Ce serait formidable qu'il en soit ainsi, parce que ça permettrait d'arriver plus vite à une immunité de groupe, et ce serait un facteur qui probablement amènerait la haute autorité de santé, les autorités, à changer un peu les priorités, parce que dans ce cas-là, ça deviendrait important de vacciner les jeunes adultes, par exemple. Vous voyez ? Donc on verra en temps et en heure. Ça me conduit à la vaccination obligatoire. Je vous dis ça parce que vous avez conduit en France la vaccination obligatoire pour les enfants. Enfin, Conseillé à nouveau. Oui, d'accord. Enfin, bon, on vous a écouté. C'est pas moi qui ai décidé. Oui, mais on vous a écouté. On a écouté. La vaccination obligatoire pour les enfants née à partir du 1er janvier 2018. 11 vaccins. Oui. Hein, on est bien d'accord. C'est pas 11 piqûres, mais 11 vaccins. 11 vaccins, oui, obligatoires. Pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire, par exemple, pour les personnels de santé ? Ce sont deux circonstances différentes. À l'époque, ce dont vous parlez date de 2016. Oui. Il avait été constaté par les soignants, les pédiatres en particulier, qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme, qu'on voyait le taux de vaccination des enfants décliner ou être pas bon, comme pour la rougeole. On a eu des poussées de cas de rougeole, quelques personnes qui sont mortes de la rougeole, ce qui est au XXIe siècle juste insensé, alors qu'on a un vaccin parfaitement efficace et sûr, contrairement à quelques bêtises qu'on nous a racontées. Donc,
il y a eu une analyse qui a été faite, il y a eu même des citoyens se sont exprimés sur cette question, ont donné des opinions diverses, mais une synthèse de tout cela a conduit à penser que la seule solution pour vraiment en sortir, c'était vaccination obligatoire et associée à information, explication. Ce qui a été fait, qui a marché. Mais on n'est pas dans cette circonstance-là. On est avec un nouveau vaccin et on ne sait pas, on espère bien que la population et les professionnels de santé, vous parlez des professionnels de santé, vont adhérer. Les sondages sont a priori pas bons, sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'il y a 10% de Français de plus par rapport à il y a quelques semaines qui sont favorables à la vaccination. Je pense que l'enclenchement du mouvement, on a commencé à vacciner, on va vacciner beaucoup plus dans les semaines qui viennent. Veut que va avoir son grand-père vacciné, son père vacciné. Si ça ne progresse pas, il faudra la rendre obligatoire ? On n'en est vraiment pas là. Non, mais on n'en est pas là, d'accord. Mais le scénario du pire, ce serait effectivement qu'on se retrouve face à un échec de la vaccination. Mais pour moi, il est juste pas imaginable. Je pense que la question intermédiaire, et qui, à mon avis, celle-là, est, pardon de dire les choses ainsi, un peu plus pertinente aujourd'hui, c'est celle des professionnels de santé, vu leur... C'est la question que je vous ai posée. Voilà, je vais essayer d'y répondre. Surtout si le vaccin bloquait la transmission, on a vraiment envie que les professionnels de santé et que les personnes qui sont en contact avec nos concitoyens soient vaccinées. Mais ce serait en cas d'échec. On n'est pas dans l'échec. C'est ça la différence. Oui, on n'est pas dans l'échec, mais... Et je ne crois pas qu'on sera dans l'échec. Quand mesurera-t-on si on est dans l'échec ou pas ? Progressivement, dans les mois qui viennent, on verra bien, on aura des chiffres. Donc je ne crois pas qu'on ait besoin d'en arriver là. Bon, nous verrons bien. Nous verrons bien. J'ai une dernière question. Vous avez vu que le gouvernement a engagé des cabinets de conseil pour, je sais pas moi, pour le conseiller dans sa politique de vaccination. Vous avez vu ça ? Vous êtes au courant de ça ? J'ai entendu, à vrai dire, ce ne sont pas des choses qui sont passées avec moi. J'ai lu, je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur ce point. Bon, j'ai un dernier mot, les prix des vaccins. Je vois 14,60 € la dose pour le vaccin de Moderna, 12 € pour Pfizer-BioNTech, 1,78 € seulement pour AstraZeneca. Incroyable cette différence. Alors, il peut y avoir des différences liées au coût de développement, etc. Moi, je voudrais saluer, même si j'ai critiqué un tout petit peu, c'est une façon de parler, le vaccin AstraZeneca, mais je salue le prix très bas de ce vaccin, qui est lié au fait, et c'est assez remarquable, c'est que l'université d'Oxford, donc qui est à la base de ce vaccin, dans la négociation avec AstraZeneca, a demandé et a obtenu que le prix du vaccin soit très bas, pratiquement à prix coûtant, tant que la pandémie persistait. Ça permettra de vacciner des populations, entre autres, et dans des pays qui n'ont pas les moyens d'acheter des doses de vaccins à 14 €. Ça, c'est un point majeur, parce que si on veut à la fois, en termes d'efficacité et éthique, que cette pandémie progressivement régresse dans le monde, il faut certes vacciner les Français, les Européens, mais il faut aussi vacciner l'ensemble de la population mondiale. Merci, professeur Fischer, d'être venu nous voir et d'avoir répondu franchement à toutes nos questions. Il est 8h56, vous êtes sur RMC, BFM TV.